Au cœur du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, l'un des plus précieux sanctuaires au monde pour la biodiversité. Les plantes, les insectes, les oiseaux et les reptiles qui peuplent ce territoire sont en majorité uniques au monde. Cet archipel peu connu du grand public est un véritable paradis pour les scientifiques. Mais une terrible menace pèse sur lui, une invasion biologique sans précédent. Pour les milieux insulaires, là, c'est carrément la première cause identifiée d'extinction et de raréfaction d'espèces. L'impact du cerf s'effectue 365 jours par an, jour et nuit. On n'a plus que de la fourmi électrique dans les écosystèmes, tous les autres organismes disparaissent. Ces espèces venues d'autres territoires et qui n'ont ici aucun prédateur prolifèrent en détruisant la biodiversité originelle. Un monde globalisé par les invasions, c'est un monde qui est moins confortable pour l'homme et qui est à risque pour lui. Sans une mobilisation générale, il sera très difficile de sauver ce qui peut encore l'être aujourd'hui. Actuellement, on pourrait être dans une sorte de 6e crise d'extinction. D'où viennent ces espèces clandestines? Comment détruisent-elles les écosystèmes? L'homme a-t-il les moyens de stopper l'invasion, de mettre fin à ce cauchemar biologique? C'est l'un des joyaux de la Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins. Un écrin de rêve pour les touristes, mais aussi pour les scientifiques. Au cœur de la baie d'Oro, cette forêt cache un trésor de biodiversité. Une fourmi unique au monde que l'on a longtemps cru disparue, la Myrmecia. Une équipe de scientifiques s'enfonce au milieu des brousses, bien décidée à la trouver. Je pense que ce qui serait bien, c'est de viser en fait les diamètres des arbres sur lesquels on sait qu'il y a des fourmilières. C'est assez facile parce qu'on va repérer la cheminée pour laquelle elles sortent. Ok. C'est bon? Très bien. Pas de problème. Allez, c'est parti. Hervé Jourdan est entomologiste à l'Institut de recherche pour le développement. Il est l'un des meilleurs spécialistes au monde des fourmis. Au pied d'un arbre, soudain, son œil est attiré par une fameuse cheminée. Ça. Eh oui. Un joli Myrmecia. Bon. Ce qui nous aide à trouver une Myrmecia, en fait, c'est la forme caractéristique. Donc toujours, ils sont au pied d'un arbre de petit diamètre, et en fait ce qui est caractéristique, c'est cette cheminée là, qui en fait a été aménagée par les fourmis. Donc ça fait comme un peu une petite plateforme, et ensuite donc elles peuvent sortir pour aller chercher les ressources alimentaires. La Myrmecia, c'est cette grande fourmi. On la reconnaît à ses grands yeux et ses mandibules particulièrement développées. Des traits archaïques hérités d'un autre temps. Il y a 90 millions d'années, son ancêtre a côtoyé les dinosaures. L'île des Pins constitue le dernier refuge de ce petit bijou de la biodiversité. C'est une espèce qu'on a cru éteinte pendant près de 70 ans. Et effectivement, qu'on a eu la chance de retrouver il y a 2-3 ans ici sur l'île des Pins. C'est une fourmi qui est tellement spectaculaire et qui était tellement cherchée, un peu une espèce de Graal pour tout myrmécologiste. Voilà, non, c'était une joie intense, surtout que moi je l'ai cherchée pendant plus de 15 ans, donc voilà, c'était quand même un aboutissement. Chaque rencontre avec cette fourmi unique au monde est un moment d'exception pour les scientifiques. Elles sont super déchaînées là. Elles n'aiment pas du tout que je touche leur arbre. Tu vois, regarde, elle se dresse sur ses pattes. Regarde, elle veut me mordre. Je peux pas la voir. Ah, ça fait super mal. Viens voir, elles ont un insecte dans la gueule. J'en ai 2 avec un papillon. Ah, t'as vu ça? Excellent. Ah, yes.
L'évolution de la population de Myrmecia fait l'objet d'un suivi scrupuleux. Les chercheurs enregistrent les données GPS de chaque nid. Cette mission de comptage est primordiale, car cet emblème de la biodiversité calédonienne est en voie d'extinction à cause d'une autre fourmi envahissante. Un spécimen minuscule, très agressif, la fourmi électrique. Sa taille n'excède pas 1,2 mm. Sa piqûre très douloureuse fait l'effet d'une décharge électrique. Originaire de l'Amérique tropicale, elle envahit l'archipel calédonien depuis plus de 40 ans. Et l'île des Pins n'est pas épargnée. Le lendemain, Hervé Jourdan sillonne à nouveau la forêt d'Oro à la recherche des fourmis électriques envahissantes. Il veut évaluer la menace qui pèse sur son trésor, la Myrmecia, la fourmi archaïque. Et malheureusement... Là, Hervé, il y en a beaucoup, des fourmis électriques? Oui, là, il y en a partout. Le moindre arbuste, partout où on regarde, on a des colonnes de fourragement un peu partout. Donc là, les individus ont déjà monopolisé complètement la zone. On n'a plus que de la fourmi électrique ici. Là, on est vraiment dans la crise de biodiversité. Là, il n'y a plus que ça. Inexorablement, le rouleau compresseur se rapproche des Myrmecia. On est confronté à une espèce qui a mis en œuvre une structure sociale dite unicoloniale, ce qui fait qu'on peut considérer qu'à l'échelle de la Calédonie, depuis du sud de la Calédonie jusqu'au nord, de Yaté jusqu'à Koumak, c'est une seule et même fourmilière. On peut prendre un individu à Koumak et le mettre avec un individu de Yaté, et ces individus ne vont pas s'agresser, ils vont collaborer ensemble, et c'est cette capacité à collaborer, quelle que soit l'origine de la fourmi, qui constitue le succès, puisque en fait toute l'agressivité va être tournée vers ce qui n'est pas fourmi électrique. Autre arme fatale des fourmis électriques, elles se reproduisent à toute vitesse. Sur 1 hectare, les reines produiraient jusqu'à 6 millions d'ouvrières par jour. Une armée colossale en continuelle expansion. Difficile de dire quelle est la vitesse de progression, mais à minima, c'est une quinzaine de mètres par an. Oui, donc, et la Myrmecia, elle est à 30 mètres, là, 40 mètres? Elle est à une quinzaine, oui, 20 mètres d'ici. Donc elle est directement menacée. Là, elle est directement menacée, tout à fait. Et elle n'est pas la seule. Ce jour-là, à la nuit tombée, Hervé Jourdan et son équipe retournent dans la forêt. Ils inventorient les lézards de l'île des Pins. Et soudain, dans un arbre, une heureuse surprise. Un gecko rarissime. Ouais, magnifique ciliatus. Donc, Corelophus ciliatus, un des 10 geckos géants calédoniens qu'on a cru éteint pendant près d'un siècle. Et si on en croit les témoignages ici des gens sur l'île des Pins, en fait, c'est une espèce qui a pas mal régressé, qu'on ne trouve beaucoup moins. Et en fait, effectivement, ça semble bien coller avec la progression de la fourmi électrique dans les habitats de l'île des Pins. La fourmi électrique n'attaque pas directement les reptiles, mais elle les prive de nourriture en dévorant les insectes des forêts. On n'a plus que de la fourmi électrique dans les écosystèmes. Tous les autres organismes disparaissent, soit qui se font prédater, soit au contraire qui sont exclus parce qu'il n'y a plus de ressources à exploiter. Et petit à petit, on a des milieux qui se vident où on n'a plus que de la fourmi électrique. Affamés, les reptiles calédoniens sont donc, comme les Myrmecia, des victimes de la minuscule fourmi électrique. Deux jours plus tard, à Nouméa, Hervé Jourdan est de retour dans son laboratoire à l'Institut de recherche pour le développement. Il a ramené de l'île des Pins des centaines de fourmis. Il veut observer la technique d'attaque des Vasmania, les fourmis électriques, sur la Myrmecia, la précieuse fourmi archaïque. La Myrmecia est 20 fois plus grande que ses ennemis. Les fourmis électriques s'approchent tout doucement de leur proie. L'immense Myrmecia ne détecte rien.
Les agresseurs s'agrippent à ses pattes, ses antennes. Voilà, les interactions qu'on s'attendait à avoir sont bien là, donc la fourmi électrique est en train de gagner le combat. Elles piquent leur proie. L'action du venin paralyse la victime. La myrmécia tente de fuir, mais la force lui manque. Envahie de toutes parts par ses minuscules combattantes, la géante est prise au piège. Là, on a un individu de grande taille qui est complètement désarmé face à cette masse, à cette stratégie, à ce recrutement massif. Elle ne sait où donner de la tête, elle ne peut pas se défendre face au nombre et face aussi à l'agression, à la capacité d'agression de ces petites ouvrières. Voilà, c'est fini. Cette stratégie d'attaque ne laisse aucune chance aux myrmécias. Clairement, la myrmécia est menacée par l'expansion de la fourmi électrique. Maintenant, est-ce qu'elle est condamnée à terme? Tout dépend des stratégies qui peuvent être mises en œuvre. C'est-à-dire que myrmécia, on l'a vu, elle est restreinte à l'île des Pins, mais il y a différentes forêts sur l'île des Pins où on a de la myrmécia, certaines qui ne sont pas encore affectées par la fourmi électrique, et donc de mettre en œuvre des mesures simples de confinement pour éviter le transfert de l'espèce pourrait permettre de donner un répit suffisant pour le maintien de la myrmécia. La meilleure solution pour préserver la myrmécia est donc de protéger les colonies de l'île des Pins les plus menacées. L'île principale de la Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre, est elle aussi menacée par les espèces envahissantes. Sur la côte ouest, à Bourail, un immense domaine est en danger, Guarodeva. Ces collines, autrefois recouvertes de forêts sèches, ont désormais l'allure d'un paysage aride d'Afrique. Un paysage dévasté, devenu la propriété d'un autre envahisseur, le cerf. Le cerf a été introduit sur le territoire en 1870. Le gouverneur de Java en Indonésie avait offert une douzaine de spécimens à son homologue en Calédonie. Aujourd'hui, il serait certainement 400 000. Sans prédateur naturel sur l'archipel, le cerf a pu se reproduire à loisir. Leur impact est catastrophique sur la végétation calédonienne. Lutter contre cet envahisseur est une priorité. C'est la mission du biologiste Patrick Barrière, du Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Calédonie. Son constat est alarmant. À un moment, le cerf est devenu tellement important en nombre, les effectifs sont devenus tellement importants que l'herbe, comme on le peut voir ici, n'a pas le temps de pousser. Et à partir du moment où l'herbe est tellement rasée que les cerfs, en la consommant le peu qui reste, va arracher littéralement les jeunes pousses et mettre le sol à nu. Dès lors que le sol est à nu sous un climat tropical comme celui de la Nouvelle-Calédonie, eh bien on se retrouve avec des phénomènes d'érosion, de lessivage, avec des sols, notamment dans des fortes pentes, qui est entraîné vers les bas-fonds. Si rien n'est fait pour l'enrayer, à l'échelle d'une dizaine d'années, il est probable que la Calédonie ressemble à ça. Il a fallu à peine 10 ans aux cerfs et aux précipitations pour transformer le paysage de Guarodeva. Sur le domaine, les rares parcelles indemnes ont été protégées par des barrières. Cette végétation est particulièrement précieuse. La forêt sèche est en voie d'extinction au niveau mondial. En Nouvelle-Calédonie, il n'en subsiste qu'1% de sa surface originelle. Alors s'il n'y avait pas de cerf, effectivement, on aurait peut-être des difficultés aujourd'hui à marcher. Et il nous faudrait peut-être un sabre pour se frayer un chemin dans un entrelac de lianes, de jeunes pousses d'arbres qui normalement occupent tout l'espace. Alors comme on peut le remarquer, en dessous d'une ligne à peu près à 1,80 m, finalement on n'a pas beaucoup de végétation, et le peu de végétation comme on peut voir en sous-bois
Le peu de végétation est constitué par des espèces envahissantes qui ne sont pas consommées par le cerf, raison pour laquelle elles sont aujourd'hui présentes. Donc la forêt, comme on l'a connue, si rien n'est fait, risque la disparition. Plus loin dans le sous-bois, les ravages causés par les cerfs sont encore plus spectaculaires. Ce genre de ravine qui met à nu et qui menace certains arbres, malheureusement, ça n'est pas un phénomène rare. Et dans la majorité des vallées qui sont fortement impactées par le cerf, eh bien, on est témoin de ce genre de paysage, malheureusement. Donc sans les cerfs, il y aurait peut-être une petite ravine, mais rien de... Sans les cerfs, on n'en serait pas à ce stade-là. Le cerf accélère de manière terrifiante l'érosion. À cause de cet envahisseur, la ressource en eau risque même de disparaître dans certaines parties de l'archipel. Au cœur de la forêt humide, dans la chaîne centrale de la Nouvelle-Calédonie, la végétation est exceptionnelle. 80% de la flore y est endémique. Dans les montagnes, les habitants des tribus soupçonnent les cerfs d'être à l'origine d'une pénurie d'eau, comme à Saramea. Ce jour-là, 2 habitants conduisent Patrick Barrière jusqu'à la source qui alimente la commune et les tribus alentours. Ici aussi, les cerfs ont dévoré les herbes et les arbustes censés maintenir le sol. Résultat, dès qu'il pleut intensément, la montagne s'effondre, la terre s'accumule dans la rivière. Les sables, là, c'est quand il y a l'inondation, c'est tout ça qui vient ici. Voilà. Ça part avec de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est la terre de la montagne, La en fait. montagne. Qui est venue. Voilà. Donc il y a 20 ans, ici, on n'avait pas de pied, alors. Voilà. Il n'y avait rien. C'est l'érosion avec les cerfs. En période de forte pluie, ce phénomène cause bien des soucis aux habitants de la chaîne. Car c'est ici que la tribu puise son eau quotidienne. Un captage alimente 24 heures sur 24 le village grâce à une canalisation. Le sable, il arrive à quel niveau à peu près? Rempli. Oui, c'est pour chaque inondation. Après chaque inondation, le fontainier de la commune dégage l'entrée du captage. C'est sa mission depuis 10 ans et elle est de plus en plus pénible. Ça vient de plus en plus vite. Voilà. Oui, les gens sont inquiets. Voilà. Problème du cerf. Et puis comme les terres, enfin, on voit les taches des terres là, qui commencent à tomber, voilà, ça inquiète les gens, puis ça on voit, ça se voit, tout le monde voit. On ne sait pas comment on va faire. Dans la chaîne centrale, les hommes craignent la pénurie d'eau. Mais ils ne sont pas les seules victimes des cerfs. Dans les plaines, sur les propriétés, les éleveurs subissent eux aussi les ravages de l'envahisseur. Car le cerf dévore les pâturages. Il ne reste plus rien pour nourrir les cheptels de bovins. À Point-Bout, sur son immense propriété, Bernard Gahuzer élevait autrefois 800 têtes de bétail. Mais face au cerf, il a baissé les bras. Il s'est séparé de ses bêtes. Ah, ce que ça fait les cerfs. Je crois que ça a bouffé tout le pâturage. Ça creuse. Hein, tout ça, tout le bas, là, tout ça, c'était planté en gros pâturage. Ça montait à peu près à cette hauteur-là. Là. Ouais. Il n'y a plus rien. Tout a été arraché. Et c'est de l'herbe qui est difficile à arracher, mais le cerf, lui, c'est comme le cheval. Il mange, et quand l'herbe est rase, eh ben, il arrache. Alors ça a tenu pendant 25 ans, j'ai eu de l'herbe, et puis au bout de 25 ans, 2002, 2003 par là, après 2-3 ans de bonne sécheresse, elle a été foutue, terminée. Elle n'a pas repoussé.
Oh, ben il n'y a plus de bétail maintenant, c'est terminé. Vous êtes découragé? Vous êtes... Complètement découragé. Voici les coupables. Dans la journée, il est difficile de les voir. Ils se protègent du soleil au milieu des arbres. Mais la nuit, Bernard Gahuzer a pu observer jusqu'à 1200 cerfs. Il a eu beau les chasser, il n'a jamais réussi à s'en débarrasser. La seule solution aurait été d'investir dans des barrières anti-cerfs. Mais à 1 million de francs le kilomètre de barrière, impossible de protéger toute la propriété. On voit que vous avez mis des barrières, mais malgré les barrières, les cerfs y passent? Oh, mais c'est ça, ça n'arrête pas un cerf. Il faut mettre des barrières en grillage hautes presque de 2 mètres, quoi. Là, ils ne peuvent pas passer, parce que là, ils passent au travers. Hein. Ils passent par-dessus. Tout ça, là, c'était plein de barrières partout, là. Il n'y a plus rien, terminé. Vous avez l'impression que les gens ils se rendent compte de ça À Nouméa, pas du tout. Alors là, ils planent complètement à Nouméa, hein, complètement. Ah non, franchement, ils ne se rendent pas compte. Pour vous, c'est une plaie, le cerf? Ah, le cerf, c'est devenu une plaie, oui. L'homme a tiré un trait sur son passé d'éleveur il y a 10 ans. Depuis, dans cette vallée de Pointe-Boute, il a ouvert avec son épouse un gîte touristique. Bernard Gahuzer a fait du cerf une attraction et ne manque jamais de l'inscrire au menu. La nuit tombée, il conduit même les visiteurs observer l'animal au projecteur. Comment le cerf a-t-il ainsi pu se multiplier, s'accaparer des territoires immenses? Si le cerf en Nouvelle-Calédonie s'est développé à une telle vitesse, c'est certainement parce qu'il n'avait pas de prédateurs naturels mis à part l'homme, que les ressources alimentaires étaient importantes, mais c'est surtout parce qu'il y a eu une absence de gestion de la population et que parfois même les hommes ont participé activement au fait de protéger le cerf et notamment les femelles reproductrices pour se constituer entre guillemets une épargne cerf sur les propriétés privées. Car les Calédoniens n'imaginent pas une seconde vivre sans leur cerf. La chasse est l'un de leurs passe-temps préférés. Sa viande, un élément de base de leur alimentation. Ici, une fête lui est même consacrée chaque année. Pourtant, les autorités ont dû se résoudre à lancer un plan de régulation en 2008. Il prévoit de supprimer les cerfs par milliers pour enrayer la catastrophe écologique. Retour avec Hervé Jourdan, le spécialiste des fourmis. Accompagné d'un doctorant, il se rend à Païta, dans une plantation de café laissée à l'abandon. Ici, les fourmis électriques ont chassé les hommes qui cultivaient le café. Ils ne pouvaient plus supporter ces piqûres brûlantes, incessantes. Bon, après, la caféirie, elle est quand même bien à l'abandon. Hein. Tu regardes ça. Bah ouais, les fourmis électriques ont fait leur œuvre. Hein. Les gens n'ont plus voulu ramasser le café. C'est dommage, regarde, parce que là, t'as de belles cerises. Pour éradiquer la féroce fourmi électrique Vasmania, les propriétaires ont introduit une autre envahissante, la fourmi grosse tête, Phéidolée megacéphala. Mais bon, elles ont complètement viré les Vasmania, quoi. Ah, c'était envahi, Vasmania? Ah bah, c'était ici, en fait, on a suivi pendant 4 ans le front. Pendant 4 ans, ça n'a pas bougé. Tu avais les Vasmania qui étaient là, jusqu'à peu près la moitié de la caféirie, et derrière, tu avais les Phéidoles. Les Phéidoles, ce sont elles, les fourmis noires à grosse tête. Originaires de l'Afrique de l'Ouest, elles se sont propagées sur toute la surface de la planète. Elles sont arrivées en Nouvelle-Calédonie dans les années 60. Dans cette plantation de café, elles ont chassé les fourmis électriques, grâce à une arme de guerre fatale, des soldats aux mandibules très puissantes.
Quand on a un soldat contre une ouvrière de fourmi électrique, la fourmi électrique va essayer de s'accrocher et de piquer, mais elle n'a pas le temps de piquer parce que le soldat, avec ses grosses mandibules, va couper en deux la fourmi électrique. Quand il y a un combat, un soldat peut tuer 50, 60, 100 Wasmania avant de se faire éliminer, de se faire piquer. Chasser une fourmi envahissante par une autre espèce envahissante. Une solution efficace, mais qui engendre de terribles dégâts collatéraux. Certes, les gens sont ravis, puisqu'ils ne sont plus piqués, mais du point de vue de l'écologiste, c'est exactement la même chose, le même syndrome écologique, puisqu'on a une perte de biodiversité avec une seule espèce présente, et avec aussi, du point de vue de l'agriculteur, des soucis. Car les fourmis noires à grosse tête sont capables de tuer des arbres entiers. Elles creusent des tunnels dans les troncs pour y loger leur nid. À cause de ces entailles profondes, des spécimens plus petits comme des arbres fruitiers peuvent même se vider de leur sève et finir par mourir. Les scientifiques le savent, il est impossible de lutter à grande échelle contre les fourmis envahissantes déjà introduites sur l'île. Désormais, il faut empêcher l'introduction de nouvelles fourmis sur l'archipel, et notamment d'un terrible spécimen appelé fourmi de feu. Sur une île éloignée, l'invasion ne peut venir que des avions et des navires. Au port de Nouméa, 5 millions de tonnes de marchandises sont livrées chaque année. Chacun de ces conteneurs pourrait être contaminé par la fourmi de feu. Elle a déjà envahi l'Australie et été interceptée in extremis en Nouvelle-Zélande et à Fidji. Une seule de ces piqûres peut entraîner la mort des personnes allergiques en quelques minutes. Stopper son entrée sur le territoire est une priorité absolue. C'est la mission des agents du CIVAP, le service d'inspection vétérinaire. Tous les 6 mois, avec Hervé Jourdan, l'équipe sillonne le port avec des appâts pour attirer les fourmis. Une mixture à base de thon et de beurre de cacahuète qui attire les fourmis en quelques minutes. Là, ça vaut le coup un peu ici ou même sur le toit, près du... Tiens, regarde, là, t'as des paratrachinas qui se baladent d'ailleurs, tu vois. Ils vont ainsi vérifier qu'aucune nouvelle fourmi ne s'est introduite sur le port. La position exacte de chaque appât est précisément enregistrée sur un GPS. Le but, établir une cartographie de la présence des insectes sur le port. Ben voilà, regarde, on a un nid. Ici, on a le couvain, regarde. On a les œufs, le couvain. Et ça fonctionne. Les fourmis s'agglutinent autour des appâts. Les agents du CIVAP peuvent maintenant les aspirer pour identifier le type de fourmis présentes sur chaque zone. Qu'est-ce qu'on a là? Ah tiens, des monomoriums ou des cardiocandidats. Ah, c'est spectaculaire mais très peu problématique. Odontomachus simillimum, ça pique très fort. De ce que j'ai vu rapidement, moi je dirais qu'il y a 5-6 espèces. Toutes les fourmis qu'on trouve sur le port actuellement sont des fourmis qui sont des fourmis importées depuis plus ou moins longtemps sur le territoire. Là, à peu près, si on dit Phélolémégacephala, ça fait une petite 50aine d'années. Si on prend Solenopsis geminata, ça fait presque 200 ans. Et les autres, elles sont là entre 50 et 100 ans. Pour l'instant, pas de fourmis de feu là dans ces échantillons? Pas de fourmis, enfin a priori, pas de fourmis de feu, effectivement. Après analyse en laboratoire, le diagnostic d'Hervé Jourdan est confirmé. La fourmi de feu n'a pas franchi les frontières calédoniennes, pour l'instant, car le risque ne sera jamais écarté. La meilleure stratégie vis-à-vis des espèces envahissantes, c'est de les empêcher d'arriver.
Et clairement, par contre, une fois que ces espèces sont là, à partir d'un certain temps, effectivement, ça coûte beaucoup trop cher de pouvoir imaginer les contenir ou les éradiquer, ce qui est le cas avec la fourmi électrique. Donc la seule stratégie qu'on puisse avoir, c'est aujourd'hui cibler des zones de fort intérêt de biodiversité, là où elles ne sont pas, et de mettre en place des veilles pour détecter l'arrivée éventuelle de pionnières, de fourmis pionnières, et là, effectivement, d'avoir une stratégie de lutte sur ces sites à haute valeur, mais pas à l'échelle du pays. Face aux dégâts causés par le cerf, les autorités ont mis en place un plan de régulation à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Le domaine provincial de Gwarodeva est justement une zone à forte valeur environnementale. Ici, la riposte est engagée depuis 2008. Chaque mois, des chasseurs viennent à la rescousse pour endiguer la prolifération du cerf. Ce jour-là, une cinquantaine d'entre eux est présent. Gilles Oudache est un vrai passionné. Voilà, il est prêt. La carabine est prête. Chaque équipe est postée sur une zone précise et sécurisée. L'attente est parfois longue. Daniel, t'as pas entendu de coup de fusil? Rien? Daniel Jacquier est le coéquipier de Gilles Oudache pour la journée. Les deux hommes sont aux aguets. Les cerfs devraient apparaître au sommet de la colline. Mais là, c'est pas un jour mémorable. Hein? Pas grand-chose? Non, il n'y a vraiment rien aujourd'hui. Et la dernière battue, t'en as fait pas mal? On avait fait 30 et quelques. 32, 33 par là. Moi, je suis venu il y a 3 semaines. On en a fait 6. Grâce à ces chasses, ces Calédoniens aident à préserver la biodiversité de leur pays. Pour nos enfants plus tard, pour avoir qu'il y a une belle forêt au bord de mer, et c'est un des sites les plus jolis, quoi. Ici, c'est pas magnifique ça? Ah, voilà le premier coup de fusil. Plus bas dans la vallée, un troupeau jaillit de la forêt. Les cerfs traversent en trombe à flanc de colline. En quelques secondes, ils disparaissent dans le sous-bois. Ici, les bêtes sont dans le viseur de David Richard, fils et petit-fils de chasseurs bourrailleux. Il traque la bête avec vigueur, sous le regard de Patrick Barrière. Le jeune homme est bon tireur. Une fierté pour son grand-père Émile. Même s'il tire moins souvent, ce broussard est toujours de la partie. Et là, la Gouaro, quand vous étiez jeune, c'était différent, la végétation? Ah oui. C'était comment? Il y avait beaucoup d'herbes. Il devait y avoir au moins peut-être plus de 1000 têtes de bétail sur Gwarodeva. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des cerfs. Il ne pourrait même plus vivre, le bétail. Dès que vous voyez des cerfs, vous les tuez. Ok, on va essayer. Mais vous êtes là pour les tuer, pas pour essayer. Sur la colline aussi, les cerfs sont enfin en vue. Mais ils sont devenus les rois de l'esquive. Il est touché. Il est là. Ce jour-là, 40 têtes ont été abattues. En moyenne, 1000 cerfs sont abattus chaque année grâce à ces chasses collectives. Un chiffre important pour le domaine de Gwarodeva, mais une goutte d'eau à l'échelle du pays. Il faudrait en supprimer plus de 100 000 par an pour être efficace. Mais la méthode a du mal à rallier autour d'elle. Tous les chasseurs s'y mettent. Mais voilà, il y a les modalités aussi qui diffèrent. Le gouvernement devrait nous autoriser à les chasser, ouvrir les domaines.
Ils sont ouverts les domaines si vous voulez, mais le problème c'est qu'il y a des propriétaires limitrophes du domaine qui n'osent pas laisser passer. Je les comprends aussi. Je suis propriétaire, j'ai une propriété, je les comprends aussi que laisser rentrer des gens sur une propriété, il y a toujours des petits couillons, comme on appelle chez nous, des petits couillons qui vont... Mais en même temps, il faut bien faire quelque chose pour les cerfs. Pas contre. Il faut faire quelque chose. Voilà. On peut pas faire mieux. Après, plus radical comme je sais pas, les empoisonnements. Non, ça nous intéresse pas. Pourquoi? Non. Ah non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas la mentalité du Calédonien de faire ça. Pas du tout. Le cerf en Nouvelle-Calédonie est, je pense, un exemple, si ce n'est l'exemple le plus marquant de ce qu'est une espèce à conflit d'intérêts. Et ça se voit à l'échelle de l'ensemble de la population calédonienne, qui parfois crie au loup, ou plutôt au cerf, parce qu'ils sont conscients, pour certains, des dégâts que le cerf engendre, mais certains crient aussi contre une trop forte régulation de la population, parce que les gens veulent continuer à consommer du cerf et à nourrir les générations futures avec le cerf. Donc ce conflit d'intérêts, on le perçoit à l'échelle de la population, mais on le perçoit aussi à l'échelle individuelle. Pour mobiliser davantage les Calédoniens au plan de régulation des cerfs, les autorités ont misé sur l'incitation financière, avec la prime à la mâchoire. Depuis 2008, des collectes sont organisées sur l'ensemble du territoire. Tous les mois, les agents de la direction de l'environnement de la province Sud installent leur stand dans chaque village. Avant la mise en place de ces opérations, ils se prélevaient tous les ans 100 000 cerfs. Et on constate avec ce niveau de prélèvement que la population continuait à augmenter. Par conséquent, il faudrait dépasser ce chiffre. Donc pour l'instant, nous n'y sommes pas, raison pour laquelle, plutôt que de primer les fans, les femelles et les mâles, on focalise notre effet sur les femelles reproductrices. C'est vraiment la clé de voûte de l'opération de régulation. Allez, chef. Bon. Ah, toujours. Toujours. Ça va bien. Seules les femelles de plus de 13 mois sont donc primées. Pour chaque mâchoire, les chasseurs reçoivent 3 000 francs. L'opération est bienvenue, mais ne semble pas convaincre tous les propriétaires terriens. Certains refusent de laisser rentrer chez eux les chasseurs. Moi, je ne donne aucune permission. Aucune. C'est un copain comme lui, oui. Les autres, non. Tu as réceptionné combien de mâchoires de cerf ce matin? Depuis 8h, 73 mâchoires. D'accord. En 2 heures, 73 mâchoires. Et généralement, 7 personnes. 7 personnes. Nous sommes actuellement à 1000 mâchoires collectées par mois. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. La collecte du jour est ensuite emmenée au Conservatoire des espaces naturels. Ici, des milliers de mâchoires sont minutieusement analysées par l'équipe de Patrick Barrière. D'abord, il contrôle que chaque mâchoire respecte bien les critères de la prime. Celui-ci, il a 11 mois. Puis ils évaluent l'état de santé de la population de cerfs. Car les cerfs sont si nombreux que beaucoup ne trouvent plus à manger et sont rachitiques. Ici, nous avons 2 spécimens et on peut apercevoir que celui de 20 ans qui est dans ma main droite est beaucoup plus petite que celui de 4 ans dans ma main gauche. Donc celui de 4 ans, il a vécu dans un milieu où les ressources étaient très abondantes, tandis que celui qui a 20 ans dans ma main droite a vécu dans des conditions beaucoup plus difficiles où les ressources étaient moindres. Les dents de cet animal sont comme limées, preuve qu'il n'avait que des racines à ronger, plus aucune végétation de disponible. En général, les mâchoires sont de petite taille et il est rare de trouver justement des cerfs Schwarzenegger, comme je les appelle. Même rachitiques, les cerfs continuent de détruire la forêt. Et la chasse seule ne suffira pas à endiguer cette catastrophe écologique.
Depuis plusieurs années, les Calédoniens ont inventé un nouveau dispositif pour lutter contre les cerfs. Il est 7 heures à Bourail. Plusieurs dizaines de cerfs sont parqués derrière ces planches de bois. Grâce à son parc de capture, Pierre Hénin, le propriétaire des lieux, leur a tendu un piège. 2 hectares de verdure encerclés de barrières. Alors nous sommes devant l'entrée du parc et ce parc-là est pour les cerfs une ressource alimentaire très importante. Donc ils font les allers et retours et lorsque le propriétaire repère un nombre de cerfs suffisamment important, eh bien, lorsque les cerfs sont à l'intérieur, au cours de la nuit, ils passent derrière et ils ferment la porte et les cerfs se retrouvent entre guillemets piégés. Une fois capturés, les cerfs sont immobilisés pour être bagués. Le propriétaire et son équipe se lancent alors dans une confrontation au corps à corps avec l'animal. Ça, oui. Fini. Vous êtes content là? Ouais. Ça marche bien. Il y a beaucoup, hein. C'est physique. C'est physique. On se fait un peu maltraiter, mais ça vaut le coup. Vous voyez, là, je désengorge la forêt, là. Les cerfs vont maintenant être confiés à des éleveurs. Pour des raisons sanitaires, ils seront nourris en captivité pendant 3 mois avant d'être abattus et leur viande commercialisée. Pour chaque cerf, Pierre Hénin empoche une prime de 9 000 francs. Ce jour-là, le propriétaire s'est débarrassé de 170 animaux. Son parc de capture a été en partie subventionné par les collectivités. Il y en a 40 sur l'ensemble du territoire. Moi, j'aimerais qu'il y en ait plus qui voient l'intérêt de ce dispositif et qu'ils le multiplient. J'aimerais. Ça me permettrait, moi, d'arrêter de capturer les cerfs qui viennent des voisins. Le but, c'est pas faire de l'argent. Le but, c'est d'enlever les cerfs. Et avec cet argent, on va se payer des barrières, des trucs comme ça. Mais les gens, ils ont conscience depuis des décennies qu'il y a trop de cerfs. Mais seulement, il faut attendre, il faut faire avec, avant, un peu, 2. C'est trop lent. En attendant, la montagne, elle tombe sur notre gueule. Quand la montagne sera en bas, il n'y a personne qui va aller la remonter, hein? Tout sera en bas. Donc je crois qu'il est temps maintenant de ne pas se tâter la droite et la gauche pendant trop longtemps, quoi. Les Calédoniens devraient supprimer près de 600 000 cerfs sur une période de 3 ans pour atteindre un équilibre acceptable. Sans une mobilisation générale, il sera très difficile d'enrayer l'accroissement de la population pour arriver à sauver ce qui peut encore l'être aujourd'hui. Les scientifiques de l'IRD sont en route vers la plage de Pindaille, en province nord. Ils sont à la recherche d'un autre prédateur bien connu du grand public, le chat arrêt. Alors, on va se repérer donc, sur le plan de la presqu'île de Pindaille. Donc on est ici, sur la plage. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse 2 groupes. Hervé Jourdan et Éric Vidal ont une mission précise, identifier les espèces menacées par le félin. Le chat a été introduit en Nouvelle-Calédonie il y a 150 ans. Les chats arrêts sont les chats domestiques qui ont retrouvé l'état sauvage. Derrière ce félin se cache l'un des plus dangereux envahisseurs de la planète. Le chat a été volontairement introduit pour lutter contre d'autres introductions qui avaient eu lieu précédemment, qui étaient les introductions de rongeurs, les rats et les souris. Donc on a volontairement, sciemment diffusé le chat sur quasiment toutes les îles de la planète. Depuis 4 ans, l'équipe de l'IRD emprunte régulièrement cette piste, très fréquentée des chats arrêts. Aucune chance d'en croiser en chemin, le félin est discret. Ce que les scientifiques cherchent, ce sont des preuves de prédation, des excréments
riche en indices. Non, c'est du chat. C'est du chat. Ah bah il y a des plumes dedans en plus. Ouais. C'est plein de plumes là, hein. C'est des longues plumes. Donc là, c'est entièrement rempli de plumes. Ok. On a du rat et il doit y avoir du duvet de puffin. Ouais. Un jeune puffin. Regarde là, parce que regarde, il y en a un. Le puffin du Pacifique est un oiseau de mer tropicale. La Nouvelle-Calédonie accueille la moitié de sa population mondiale. La journée, ces oiseaux survolent l'océan pour pêcher, tandis que leurs petits se cachent sous terre. En plus, il a reculé là. Donc on voit un poussin, il a probablement 2 semaines environ, donc il est assez vulnérable. Et là, il est un petit peu quand même près de l'entrée, donc c'est un peu dangereux, il peut être capturé par un prédateur. Et il attend le retour de ses parents à la tombée de la nuit pour être nourri. Au crépuscule, les scientifiques vont revenir les observer. 20 000 couples de puffins nichent à Pindaye. Ouais, tu vois, ils sont tout près là. Ils sont tout près, on les voit. Allez, on y va. Ces oiseaux ne sont pas craintifs, une proie idéale pour le chat. Un seul d'entre eux suffit à nourrir le prédateur chaque jour. Il s'est posé à côté de son terrier. Voilà, un puffin du Pacifique. Très souvent, ces îles étaient dépourvues de prédateurs. Il n'y avait pas de prédateurs terrestres sur ces îles et donc les espèces insulaires qui vivaient sur ces îles, avant qu'on introduise des prédateurs, n'étaient pas du tout adaptées à la présence de prédateurs et donc n'avaient pas développé de comportement de fuite, de comportement d'évitement, de comportement de camouflage. Et donc lorsqu'on introduit des prédateurs sur les îles, eh bien, ces espèces locales qui ne connaissent pas l'idée même d'un prédateur, eh bien, sont fortement affectées. Alors ils sont plus ou moins nerveux. Celui-là, il est assez nerveux. Non, il veut me niaquer. Voilà. Et en plus, ils ont le cou extrêmement souple. En fait, ce sont des adultes reproducteurs qui se font consommer en grande partie. Et le problème, c'est que lorsqu'un adulte se fait consommer, eh bien, le partenaire survivant, souvent, n'arrive pas à élever son poussin. Il ne parvient pas à le nourrir suffisamment tout seul, donc il y a en général la mortalité du poussin. Et puis l'adulte survivant du couple, finalement, met souvent plusieurs années pour retrouver un autre partenaire. Et donc pendant 1, 2, voire 3 années, il ne va pas se reproduire. Donc lorsqu'un adulte de puffin est prédaté par un chat, il y a une série de conséquences en cascade qui sont assez préjudiciables. Dans cette colonie, 1 millier de puffins est dévoré chaque année par le chat à arrêt. Le chat, une espèce envahissante de plus, responsable d'une crise d'extinction de la biodiversité. Il y a eu jusqu'à présent 5 grandes crises d'extinction majeures. La plus connue est celle qui a conduit par exemple à la disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années. Et on considère en fait qu'actuellement on pourrait être dans une sorte de 6e crise d'extinction, donc une nouvelle période où la biodiversité va se contracter très rapidement, mais avec 2 particularités par rapport aux 5 crises précédentes. La première particularité, c'est que les raisons qui conduisent les espèces à s'éteindre sont d'origine humaine et non pas d'origine géologique ou climatique. Et la deuxième raison, c'est que la vitesse à laquelle se passe ce phénomène serait entre 100 et 1000 fois plus rapide que les crises d'extinction précédentes. Retour au laboratoire de l'IRD à Nouméa. Les chercheurs identifient au microscope le contenu des déjections. Comme prévu, ils y trouvent de nombreuses plumes. À Pindaye, on sait en l'occurrence qu'il n'y a qu'une seule espèce qui a ce type de plume, on confirme ici, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Puffin du Pacifique. Okay. Les scientifiques détectent aussi les traces d'un autre animal. Là, ça c'est du reptile. Là, il y a à nouveau une écaille qui est jolie. Il y a une jolie écaille. Celle-là. Ouais, c'est celui-là qui est bien abîmée. Ouais, elle est pas mal, Voilà, elle est magnifique celle-là. Pour savoir à quel spécimen de lézard appartient cette écaille, ils vont la comparer avec celle conservée dans leur collection de reptiles. Mais celle-ci est incomplète. Ils ne peuvent aller plus loin. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une collection de références de ces écailles. Donc, il faut pouvoir accéder à des spécimens qui ont été identifiés, des spécimens de référence. Et aujourd'hui, on a vraiment la nécessité d'aller à Sydney, puisque c'est la plus grande collection identifiée de reptiles calédoniens, pour pouvoir faire cette collection de références et comparer avec des choses qui sont clairement identifiées.
À 3 heures de vol de Nouméa, Sydney est une mine d'or pour les chercheurs de l'IRD. Au Muséum d'histoire naturelle, leur collègue Ross Sadleyer est une référence. Il conserve dans ses réserves un trésor inestimable. 91% des lézards et geckos référencés en Nouvelle-Calédonie sont visibles ici. Les lézards calédoniens sont sans doute les plus intéressants du Pacifique. Ce groupe endémique a été soumis à un important processus de diversification pour s'adapter aux différents milieux calédoniens. Ils sont donc très nombreux et représentent bien l'évolution de la faune calédonienne. Parmi les 5000 spécimens de Ross, il y a certainement l'espèce recherchée par Hervé Jourdan. C'est bon? Celui-là déjà. Il repère rapidement 2 espèces de lézards dont les écailles pourraient correspondre à celles prélevées dans les déjections de chats à Pindaille. Alors là, autant quand on regarde les bestioles, c'est vrai qu'elles sont quand même... Ça, c'est parmi les bestioles les plus communes sur Pindaille. Après une analyse au microscope, le verdict tombe. Je pense que c'est bien ça. Hein. Y a pas de... C'est vraiment du Liosynchus. Ok, pas mal, très bien. Ce n'est pas une espèce menacée, mais le scientifique reste inquiet car l'analyse des fesses, les déjections de chats, sont préoccupantes. À peu près 40% des fesses qu'on a pu analyser, hein, on trouve au moins de 1, voire jusqu'à... On a eu un individu qui manifestement avait mangé 23 lézards en un seul repas. Alors pour certaines espèces, c'est sans doute assez marginal, mais pour des espèces qui ont des distributions réduites, restreintes, ça peut vraiment être un vrai problème pour leur maintien à long terme. Une espèce insulaire sur 10 doit sa disparition au moins partiellement au chat à raie depuis 500 ans. Sur toutes les îles de la planète, les espèces envahissantes constituent la première cause de destruction de la biodiversité. Le bouleversement des écosystèmes de la Nouvelle-Calédonie laisse entrevoir l'impact catastrophique des invasions biologiques à l'échelle de la planète. À terme, l'homme pourrait vivre dans un monde où la biodiversité serait homogène, dominée par une poignée d'espèces, un monde où la diversité aurait disparu.